Les malédictions. Il en existe de toutes sortes, historiques, religieuses et même médiatiques. Lorsque le sort frappe de manière violente et ciblée, on pointe souvent du doigt la possibilité qu'une malédiction soit à l'œuvre. Dans le domaine du cinéma, il arrive que des choses étranges se passent sur un tournage, durant la post-production, ou alors même que le film en est au stade de développement. Est-ce bien réel pour autant ? Certains métrages surfent assurément sur le coup publicitaire d'une telle rumeur, tandis que d'autres, eh bien... Ensemble, découvrons les histoires effrayantes de 3 films réputés maudits. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinétrange. This is a special. Les amis, vous avez sans doute déjà entendu parler de films maudits. L'Exorciste, La Malédiction, qui porte bien son nom, tiens, ou même Apocalypse Now. Qu'il s'agisse d'événements étranges se déroulant pendant le tournage ou du nombre funeste qui semble suivre tous ceux qui ont participé au film, nous sommes devant des allégations bien souvent fausses. On va pas se mentir, cela aide grandement à la promotion du film. Mais que penser des productions plus modestes, des films qui n'ont rien à voir avec l'horrifique ou des coïncidences trop importantes ? Pour cette vidéo, j'ai tenté de vous dégoter des histoires peu connues de films maudits. C'est le cas pour 2 d'entre elles et nous terminerons avec un pilier en la matière. Et nous démarrons tout de suite avec... Atuk, le film jamais réalisé. Vous connaissez peut-être ces comédiens. Et si la mort de chacun d'entre eux avait été causée par un film qui n'a jamais existé ? En 1963, l'écrivain canadien Mordecai Richler publie le roman satirique The Incomparable Atuk. L'histoire suit un Inuit canadien se retrouvant à Toronto et adoptant rapidement le comportement cupide et rempli de prétentions de la grande ville. Le livre se concentre sur les éléments satiriques de l'adaptation du héros, en parodiant les personnalités de l'époque et en se focalisant sur le matérialisme et la culture populaire. Dans les années 70, Norman Jewison achète les droits pour en faire un film et confie l'adaptation à Todd Carroll. Pour la transposition au cinéma, on change quelques petites choses. Atuk est un natif de l'Alaska et, souhaitant découvrir le monde, s'en va à New York avec la belle documentariste Michelle Ross. Adoptant l'arrogance de la ville moderne, il se retrouve embrigadé dans un complot visant à construire une immense métropole dans la nature sauvage de sa terre natale. Le titre du film sera Atuk, qui signifie grand-père en inuit. La première fois que j'ai lu le synopsis, j'ai tout de suite pensé à un bon vieux Crocodile Dundee. Tu vois, le type habitant au milieu de nulle part qui se retrouve happé dans une grande métropole avec toutes les situations cocasses que cela peut amener. Ouais, donc là, avec Atuk, on est sur une bonne vieille comédie. Mais plus pour longtemps. Au début de l'année 1982, John Belushi lit le scénario. Connu et reconnu pour ses rôles, notamment celui de Jack Blues dans le film des Blues Brothers, il est très intéressé par le rôle-titre de cette nouvelle production. Malheureusement, il décède quelques mois plus tard d'une overdose à seulement 33 ans. Les droits pour le film Atuk ont été à nouveau disponibles et rachetés par United Artists. Tout se met en place. On engage Sam Kinison, célèbre humoriste, pour le rôle principal et le tournage démarre en 1988 pour ne durer que 8 jours. Sam Kinison souhaite réécrire massivement le scénario, ce qui n'est absolument pas envisageable. La boîte de production intente un procès contre l'acteur pour conduite inacceptable. On cherche un nouveau comédien, en vain, et la production du film s'arrête. Le 10 avril 1992, Sam Kinison et son épouse se rendent à un spectacle au Riverside Casino lorsque leur véhicule se fait frapper de plein fouet par une camionnette. Sam Kinison sort de sa voiture, apparemment légèrement blessé, et s'effondre quelques minutes plus tard, succombant à des blessures internes, tandis que son épouse survit à l'accident. Ces derniers mots, rapportés par un de ses amis, Karl Labove, qui était sur place au moment des faits, ont été un dialogue avec un interlocuteur invisible. « Pourquoi maintenant ? Mais pourquoi ? D'accord. Puis il s'éteint à l'âge de 38 ans. Revenons-en à Atuk.
En 1993, le comédien John Candy reçoit le scénario. Connu pour ses rôles dans Oncle Buck ou encore Rasta Rocket, il accepte le rôle principal de cette nouvelle comédie. Mais avant d'avoir pu démarrer le tournage, il meurt le 4 mars 1994 d'une crise cardiaque à l'âge de 43 ans. Michael O'Donoghue, artiste et écrivain, aurait transmis le scénario à John Candy et est lui-même décédé le 8 novembre 1994 d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 54 ans. En 1996, United Artists relance la machine en proposant le rôle principal à Chris Farley, qui l'accepte. Ce comédien, grand fan de John Belushi, est ravi de pouvoir jouer un rôle envisagé par son héros. Phil Hartman, également comédien et ami de Chris Farley, souhaite également rejoindre le casting de ce prochain film. À nouveau, avant tout tournage, Chris Farley est retrouvé mort le 18 décembre 1997 des suites d'une overdose à l'âge de 33 ans, tout comme son modèle John Belushi. De son côté, Phil Hartman vit un mariage passablement houleux. La nuit du 28 mai 1998, après une dispute avec son épouse Bryn et alors qu'il était en train de dormir, il se fait assassiner à coups de revolver par sa femme qui, après avoir avoué le crime auprès de ses amis, saute la vie. Phil Hartman avait 49 ans. Bon, nous avons un scénario, aucun film et 6 morts. Y aurait-il une malédiction qui frapperait tous ceux qui s'intéresseraient d'un peu trop près à ce fameux scénario? En février 1999, Todd Carroll, donc celui à l'origine du scénario et qui est toujours en vie, prend la parole pour rejeter les rumeurs selon lesquelles une malédiction serait à l'œuvre sur ce métrage. Cependant, la production du film s'arrête et, à l'heure actuelle, il ne semble pas prêt de voir le jour. Alors, malédiction ou non? Il faut préciser que plusieurs acteurs, notamment Will Ferrell, Jack Black, John Goodman et Josh Mostel, se sont intéressés au rôle principal et sont, au moment de la sortie de cette vidéo, toujours bien vivants. Il y a aussi eu Jonathan Winters, décédé le 11 avril 2013 de cause naturelle à l'âge de 87 ans. Cependant, certains pensent que le décès de Robin Williams, à l'âge de 63 ans, serait lié au film Atuk, Robin Williams étant le protégé de Jonathan Winters qui s'est intéressé au rôle. Bon alors là, quand même, ça va un peu loin. Donc, 6 morts étranges entourent cette mystérieuse comédie. On peut noter que, dans le cadre des différents décès, Belushi, Candy et Farley avaient des problèmes de santé ou de stupéfiants, que O'Donoghue souffrait de migraines chroniques, et la vie de couple de Hartman était compliquée. Et nous avons un accident de voiture dont Kinison a été la victime. Peut-on réellement parler de malédiction dans des cas comme ceux-ci? Eh bien, on pourrait argumenter dans le sens où, vu que tous ces comédiens ont participé à un moment ou à un autre à l'émission Saturday Night Live, on pourrait dire que ce show est également maudit, non? Vous voyez, on arrive à trouver des corrélations si on en cherche. Disons que le plus troublant reste que Atuk est une comédie et aurait pu ou peut-être un métrage potentiellement rentable. Quel est l'intérêt de faire naître une légende urbaine aussi sordide autour d'un film de ce genre qui n'a jamais vu le jour? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous l'osez, je vous mets également en description le lien vers le script original du film. Bonne lecture. Pour l'histoire suivante, il ne s'agit pas non plus d'un film d'horreur, et pourtant le résultat est, disons, très troublant. Return to Babylon, le film hanté. Babylone. Ville antique de Mésopotamie, elle est considérée comme la toute première mégapole de l'histoire. Lieu gigantesque et magnifique, sa grandeur et sa puissance lui valent également d'être considéré comme un endroit de débauche où la vanité, l'avarice et la domination y grandissent pour que les humains y perdent leurs âmes. Eh bien, le film dont nous allons parler nous propose d'y retourner. Alors pas dans la Babylone de l'époque, mais vous verrez bien. En 1999, Alex Monty Kanawati réalise un court-métrage intitulé The Birth of Babylon. Tourné en 16 mm avec des pellicules trouvées dans un sac scellé sur Hollywood Boulevard, le film narre l'histoire dramatique du réalisateur William Desmond Taylor. À partir du début des années 2000, le réalisateur cherche le financement pour un projet plus vaste, Return to Babylon. La production prend énormément de temps, les finances arrivant petit à petit. Finalement, c'est en 2013 que le film sort aux États-Unis.
Filmé également en 16 mm, uniquement en caméra à manivelle, entièrement muet, il narre plusieurs épisodes marquants et tragiques dans le monde du cinéma hollywoodien dans les années 1920. Le film en lui-même mélange le drame, la comédie et le docu-fiction sur une période passablement agitée du cinéma. On peut y voir des bribes de l'histoire des différentes personnalités de l'époque, comme Josephine Baker, Clara Bow, Roscoe Arbuckle ou encore Rudolph Valentino. Véritable hommage au cinéma muet, le but est ici de nous présenter des morceaux de vie de stars de cette période que l'on appelle les années folles. Jusqu'ici, rien d'alarmant, mais des choses étranges se déroulent pendant le tournage. L'actrice Jennifer Tilly se sent mal à l'aise sur les plateaux. Elle assure que des fantômes sont présents et elle se fait régulièrement toucher ou effleurer par ces entités. Bon, rien de réellement concret pour le moment. Lorsque le film est terminé et que le montage s'effectue, le réalisateur Alex Monty Kanawati découvre des images troublantes. Lors d'une interview que vous trouverez en description, le réalisateur de Return to Babylon précise que sur plusieurs images, un morphing spontané a modifié les visages des acteurs, voire leur morphologie. Cela est apparemment totalement involontaire et les altérations se trouvent également sur les négatifs. Parfois, c'est même des entités entières qui apparaissent à l'écran. Les anciennes méthodes de tournage donnent certains grains particuliers à l'image, mais de là à en faire apparaître de nouvelles sur le négatif, c'est quand même troublant. À la base, il s'agit d'un film sur une période historique du cinéma. Alors pourquoi, pour ce style de métrage, mettre en avant des pellicules potentiellement hantées? Ben, pour qu'on parle du film, vous allez me dire. Et bien que j'en parle dans cette vidéo et qu'il ait beaucoup de qualité, il n'a pas fait un carton incroyable. Mais il faut avouer que les différents paramètres de ces altérations en font un métrage étrange avec une ambiance étonnamment oppressante, le tout teinté d'histoires véridiques des années 1920. Return to Babylon est un film que j'ai trouvé très intéressant sur le plan de l'histoire du cinéma. Je vous conseille vivement de le voir, je vous mets le lien en description. Une fois que vous l'aurez vu, redites-moi si vous pensez que nous avons affaire à des images réellement hantées, ou s'il s'agit d'un coup de pub relativement bancal. Terminons notre voyage des films maudits avec une masterclass en la matière. Alors, avant de passer au troisième sujet, je voulais juste apporter quelques précisions concernant Return to Babylon. Parce que pendant le montage, c'est là que j'ai creusé un peu plus certaines choses et que j'ai découvert de nouvelles informations. Tout d'abord, les images qu'on voit parsemées un petit peu partout sur le web, alors il y en a qui proviennent effectivement de Return to Babylon, mais il y en a aussi un certain nombre qui viennent de The Birth of Babylon, donc le premier film du réalisateur. Donc voilà, Return to Babylon, c'est pas le seul film qui présente des anomalies dans ses pellicules, The Birth of Babylon en présente tout autant. Ensuite, les images que l'on voit un peu partout sur le web, alors se trouvent bel et bien dans les deux métrages. Concernant tout ce qui est morphing de visage et morphologie, on peut clairement dire qu'au vu de la technique utilisée pour le tournage, ça peut clairement provenir de cela. Donc que ce soit au niveau de la superposition d'images, de la rapidité d'enregistrement, ça peut engranger justement des anomalies comme on peut le voir sur les différents clichés. Et moi, ce qui m'intéressait concernant ce sujet, entre autres, c'était les apparitions d'entités, comme celle que vous avez pu voir durant la vidéo, qui est celle-ci. Et je trouvais vraiment cela intriguant. Alors je dois vous avouer que pendant la phase d'écriture et de recherche, je n'ai pas trouvé cette séquence dans Return to Babylon, pour la simple et bonne raison qu'elle n'y est pas. Ben non, elle se trouve dans The Birth of Babylon. Et quand on retrouve cette séquence dans le court-métrage et qu'on la voit telle qu'elle, sans effet de montage, ben voilà ce que ça donne. Donc on voit très bien qu'il n'y a rien de bizarre dans cette séquence. Pas d'apparition d'entité, pas de trucs étranges, que dalle. Voilà, je souhaitais vous préciser cela, et ça me donne une bonne leçon à moi aussi, parce que ça m'apprendra à plus creuser les choses pendant la phase de développement, d'écriture et de recherche,
et d'un peu moins peaufiné au moment du montage, ce qui évitera ce genre de vidéo à faire en plus pour donner quelques précisions. En plus, moi qui suis un fervent défenseur de faites attention à ce que vous voyez sur le web et sur les réseaux, ben voilà, je me suis fait avoir. Cela n'enlève en rien que les deux métrages ont une ambiance extrêmement particulière, et il y a quand même cette teinte d'étrange qui émane quand on les regarde. Et ça reste également de très bons films à découvrir, qui plus est qui nous narrent des histoires de l'Hollywood des années 1920, et des histoires qui cette fois sont bel et bien véridiques. Donc allez tout de même les découvrir, ça en vaut la peine. On n'a pas besoin qu'un film ait des pellicules hantées pour dire qu'il est bien ou pas. Sur ce, sans transition, passons au dernier sujet. Poltergeist, le film le plus maudit? Le 3 février 1988, la nouvelle paraît dans les journaux. Heather O'Rourke, actrice principale de la trilogie Poltergeist, décède suite à un choc septique consécutif à une occlusion intestinale. Diagnostiquée à tort avec la maladie de Crohn, son cœur s'arrête brusquement de battre le 1er février 1988 à 14h43 à l'âge de 12 ans. Vous devez sans doute connaître cette triste histoire. Heather O'Rourke, cette jeune actrice talentueuse, aurait été victime de la malédiction de la trilogie Poltergeist. J'aurais pu vous parler des phénomènes étranges entourant des films comme La Malédiction, Rosemary Baby ou L'Exorciste, mais j'avais spécifiquement envie de vous parler de cette trilogie. Il y a vraiment des choses très troublantes qui y sont rattachées et le décès de la jeune Heather n'est malheureusement pas la seule. Remettons un brin de contexte. Poltergeist est une trilogie cinématographique avec un premier opus sorti en 1982, le second en 1986 et le dernier en 1988, sans parler du remake de 2015. L'histoire globale suit la famille Freeling aux prises avec des entités paranormales. On ne va pas s'attarder plus que ça sur les films en eux-mêmes qui méritent amplement une vidéo dédiée. Le tournage du premier film a déjà son lot d'étrangetés. Jo Bess Williams, qui interprète Diane Freeling, la mère de famille, dit avoir vécu une expérience paranormale pendant toute la durée du tournage. Chaque fois qu'elle rentrait chez elle, tous ses tableaux étaient de travers. Elle avait beau les remettre à l'endroit, ils étaient tous de coin à son retour. Un événement plus tragique a lieu durant le tournage de la scène du clown attaquant Robbie, le cadet de la famille, interprété par Oliver Robbins. Suppliant qu'il ne pouvait plus respirer, Steven Spielberg, alors producteur, s'est empressé de venir à son aide. Un problème de câblage de la marionnette était en train d'étrangler le jeune acteur. Puis on en arrive à fin octobre 1982, quelques mois après la sortie du film. Dominic Dunne, interprétant Dana Freeling, l'aîné de la famille, se dispute avec son petit ami John Sweeney. Celui-ci se jette sur elle et l'étrangle. Encore en vie au moment de l'arrivée des secours, elle décède quelques jours plus tard à l'hôpital à l'âge de 22 ans. Une légende tenace veut que Sweeney, pour couvrir les bruits de lutte, aurait mis la BO du film Poltergeist à fond pendant qu'il étranglait Dominic Dunne. Info qui semble être apparemment fausse. En septembre 1985, peu après le tournage du second film, l'acteur Julian Beck, interprétant le terrifiant révérend Kane, meurt d'un cancer de l'estomac diagnostiqué 2 ans plus tôt. Il avait 60 ans. Puis, c'est Will Sampson, le personnage de Taylor dans le second film, qui décède en 1987 à 53 ans, suite à une défaillance rénale après une greffe du cœur et du poumon. Arrive ensuite le décès de la jeune Heather O'Rourke en 1988. Et on bondit en 2009 où Lou Perryman, interprétant un ouvrier du bâtiment dans le premier film, se fait violemment assassiner chez lui à coups de hache par un ex-détenu pour lui voler sa voiture. Il avait 67 ans. Voici les 5 victimes de la malédiction des films Poltergeist. Certains disent que ces décès sont liés au fait d'avoir utilisé de vrais squelettes pour certaines scènes du premier et du second film. Apparemment, les vrais squelettes seraient moins coûteux que les faux. D'autres prétendent que le scénario aurait touché un sujet sensible dans l'au-delà et que les esprits auraient alors pris leur revanche, tout comme dans l'histoire de cette trilogie. Et là, c'est le moment où je change de direction. À la base, en écrivant cette vidéo, je voulais vous faire une conclusion croustillante pour cette section en laissant planer une ombre mystérieuse sur la malédiction Poltergeist.
Et à force de recherche et en essayant de ne pas vous balancer n'importe quelle info n'importe comment, donc en vérifiant au maximum mes sources, ben au final c'est nettement moins étrange que prévu. Alors oui, nous avons des décès particulièrement violents, notamment ceux de Dominic Dunne et de Lou Perryman. Les autres gravitent dans le domaine médical qui est malheureusement extrêmement aléatoire. Sans compter que beaucoup d'acteurs de cette trilogie sont encore en vie ou ont eu le plaisir d'avoir encore beaucoup d'années sur Terre avant leur décès. Par exemple, Richard Lawson, Ryan dans le premier film Poltergeist, a survécu au crash du vol USR 405 le 16 mars 1992. Ouais, le coup du crash c'est assez dingue quand même. Mais tout comme pour Atouk, difficile de faire un lien direct entre le film et les différents décès. Quand on regarde la malédiction Poltergeist avec un peu de recul, il y a pourtant une chose qui me choque. Les décès, à part celui de Lou Perryman, qui est tout de même extrêmement violent et gratuit, sont tous étonnamment proches d'une fin de tournage ou d'une sortie d'un des films. Se pourrait-il tout de même que... Au cinéma, des films maudits, il en existe pour un tas de raisons. Des décès inexpliqués, des pellicules qui seraient elles-mêmes hantées, des tournages infernaux, des métrages qui ne veulent pas voir le jour, ou encore des problèmes insurmontables dans la production. L'histoire des malédictions dans le 7e art est majoritairement une option marketing. Lorsque l'on regarde un film d'horreur, on s'attend à sursauter et frissonner. Alors, si cette sensation peut transcender l'écran et venir faire un tour dans la réalité, notre terreur n'en sera que décuplée. Ces fameuses malédictions, c'est simplement l'horreur qui prend une dimension plus réaliste et proche de notre monde. Mais alors que penser des métrages comme Atouk ou Return to Babylon? Même si cela permet de faire parler d'eux, l'un n'existe pas et l'autre n'est pas horrifique. Je pense que l'étrange et le paranormal font bien partie du cinéma et qu'il arrive, parfois, qu'un morceau d'inexplicable se détache de la fiction pour venir faire un tour dans notre réalité. Et le vrai cinéma va bien au-delà de l'écran sur lequel se déroule le film. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce sujet. J'espère que vous l'aurez apprécié, en tout cas moi, j'ai passé un super moment à sa réalisation. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des malédictions au cinéma et quelles sont celles que vous connaissez. Comme d'hab, pensez au pouce bleu, au partage, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne. Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon visionnage.